Madame, Monsieur, merci d'avoir pris le rendez-vous de ce plateau spécial Saint-Valentin. Vous le savez, le 14 février est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. C'est bien l'occasion pour les couples d'échanger des cadeaux de toutes sortes. Et bientôt 2 décennies que cette célébration a pris corps chez nous au Bénin. Et chacun la célèbre tel qu'il l'a compris et selon que ça l'arrange. Et le 14 février, considéré comme la fête des amoureux, a-t-il sa raison d'être? Les couples doivent-ils attendre ce jour pour attiser la flamme de l'amour qui brûle en eux? Et c'est quoi ce sentiment qu'est l'amour et comment doit-on l'entretenir? Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous allons répondre avec nos personnes ressources sur ce plateau. Cette émission est subdivisée en 2 panels. La Saint-Valentin entre mode, culture et modernisme. Voilà le thème de cette émission. Et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous. Pour en débattre, nous recevons pour vous ce jeudi de la Saint-Valentin pour le premier panel Fortuné Badji, spécialiste des sciences de l'éducation. Il est doctorant, mais il est également auditeur, contrôleur de gestion, spécialiste en finance et développement. Fortuné Badji, bonjour. Merci, monsieur le journaliste. Merci bien de m'avoir invité. En face de lui, nous avons Casimir Diegbeao. Il est enseignant. Casimir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Chers téléspectateurs, je vous salue. Chers invités, voilà, le décor étant planté, nous allons d'abord suivre ensemble un élément que nous avons voulu vous faire suivre parce que des personnes interviewées sur le vif ont défini ce que c'est que l'amour. Après ça, nous reviendrons dans ce studio pour en parler. Suivez. L'amour, en réalité, c'est un don de soi à l'autre. Un don de soi. Si vraiment tu te dis que tu aimes quelqu'un, et c'est que tu acceptes tout pour lui. Pour lui, tu acceptes de te sacrifier pour lui en toutes circonstances. En toutes circonstances. Et en tout cas, c'est ce que je pourrais dire par rapport à l'amour. L'amour, c'est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, qui pousse à savoir ce que l'on fait, ce que son partenaire fait, ce que son prochain fait. Ça peut être son frère ou ça peut être n'importe qui. L'amour, c'est un sentiment. Le sentiment qui est recommandé et que nous avons naturellement les uns pour les autres. Ce que font aujourd'hui les jeunes, ce n'est pas de l'amour, c'est de la débauche. C'est de la débauche parce que il n'est pas rare que le jeune garçon qui rencontre en même temps la jeune fille, parce que jolie, lui déclare en même temps son amour. Pour ma part, pour aimer quelqu'un, il faut l'avoir pratiqué. Il faut pouvoir rester un bon moment avec la personne, l'observer, l'admirer, apprendre et voir des choses en cette personne qui vous plaisent. Et ce sont ces actes, ce frottement, le fait de rester ou de vous voir souvent qui fait naître l'amour. Mais comme ça se passe aujourd'hui où dans un coin de rue, une personne que vous n'avez jamais vue, les jeunes hommes s'arrêtent et c'est l'amour, ils commencent par s'amouracher. Pour moi, personnellement, je dis que c'est de la bêtise. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi la définition de l'amour selon les personnes interviewées. Fortuné Badji, vous avez suivi cet élément. Dites-nous quels sont vos apports. Je pense, pour ma part, que l'amour n'est pas qu'un sentiment. L'amour, c'est bien beaucoup plus qu'un sentiment. L'amour, c'est une action. L'amour, c'est le don de soi, un don conscient
de soi, mais l'amour en tant que don n'est pas une livraison corporelle et sexuelle de soi aux autres. Mais il s'agit d'une question de don de son temps, le don de sa personne, le don de ses aptitudes pour faire du bien dans la vie de l'autre. Donc, je pense que c'est ça l'amour. Et aimer réellement, c'est pouvoir se détacher du matériel, se détacher des choses et se détacher même de soi-même pour en arriver à un véritable don de soi. Merci. Monsieur Kazmi Degbeao, dites-nous quelles sont vos observations par rapport à cette définition donnée par des personnes interviewées. Je dirais que l'amour, c'est un sentiment, comme d'autres l'ont dit, et c'est un sentiment fort, un sentiment très fort, un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant, envers une chose. Et il faut comprendre que Baudelaire l'a dit, que aimer l'amour, c'est sortir de soi-même pour découvrir ce que l'autre a de plus profond. Et il y a aussi un penseur qui a dit, il s'appelle De Guérin, il a dit, je cite, « L'amour, c'est l'âme qui ne meurt pas, qui va croissant, montant comme la flamme. » Alors, l'amour, lorsque vous n'avez pas un penchant pour quelqu'un, vous ne pouvez pas dire que vous l'aimez. Alors, les collègues l'ont déjà dit, vous ne pouvez pas monopoliser la parole, je vais m'arrêter sur ces mots. Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, comme l'on entend dire. On est au Bénin et on sait comment ça se passe dans certains milieux. Et c'est bien l'occasion de faire des avances à l'autre, fille de l'autre coin de la rue qu'on observait depuis quelques semaines. On l'invite dans un bar le jour de la Saint-Valentin. Et puis la suite, vous le savez, est-ce cela l'amour, monsieur Fortuné Badi? Merci, monsieur le journaliste. Pour répondre à votre question, on ne peut pas répondre à votre question sans contextualiser un tant soit peu cette fête-là de Saint-Valentin. Et là-dessus, je voudrais vous proposer une citation du père Théophile Akokha de l'Institut Jean-Paul II de Cotonou. Et dans son livre intitulé « Les jeunes et les pièges de l'amour, ce qu'il faut savoir », édition Amour et vie, précisément à la page 65, le père déclare ceci, je cite, « Saint-Valentin a vécu à une époque romaine où la vie sexuelle était dévergondée et où les jeunes garçons, au jour indiqué à cette fin, pouvaient jeter leur dévolu érotique sur les jeunes filles avec qui ils pouvaient passer la journée en amoureux, avec tout ce que ce thème comporte de sexuellement malencontreux. Cela répondait à une coutume ancienne de la vie romaine. L'ecclésiastique Valentin, épris d'un idéal de sainteté pour les jeunes, a décidé de prendre à rebours cette pratique en leur proposant un cheminement normal de fiançailles et un mariage selon les règles de l'Église catholique. Ce qu'ils ne devaient pas faire car le mariage était interdit pour permettre aux hommes d'être libres pour aller à la guerre. Cela lui a valu le martyre de la part de l'empereur de l'époque. Il en mourut. Sa mort peut alors être considérée comme la conséquence de la défense de l'amour conjugal selon l'idéal chrétien, dans la vérité et la pureté. Pour défendre l'idéal de l'amour conjugal, il a donc souffert le martyre, suggérant par cet acte qu'on ne peut pas vivre l'amour conjugal
sans impliquer une part de martyre qui s'appelle don de soi pour la vie des autres. Son dévouement pour l'amour conjugal a été un élément déterminant dans le choix de son nom pour patronner l'amour des conjoints. Voilà, fin de citation. Et là, je voudrais tout de suite dire, est-ce que vous ne voyez pas, Saint-Valentin n'est pas en train de faire la promotion de la sexualité. Saint-Valentin s'intéresse plutôt à l'amour conjugal. Et l'amour est perçu comme un don de soi, un don de tout son être et à l'autre, quel que soit ce qu'il est, et quels que soient ses défauts et ses qualités. Voilà, c'est cela l'amour. Et si en tant que tel, s'il faut aimer en vérité, c'est qu'il faut réellement se donner à travers son temps, à travers ses aptitudes, à travers ses pensées, à travers tout ce qu'on peut faire, malgré les peines, et je dirais même malgré les peines joyeuses de l'amour. Voilà. D'après ce paragraphe que vous venez de nous lire, est-ce qu'on doit comprendre que la Saint-Valentin, ce n'est pas pour les adolescents qui courent et qui vont acheter les fleurs? Est-ce que c'est ce qu'on doit comprendre à travers ce paragraphe, Monsieur Degbeao? Oui. La Saint-Valentin, ce n'est pas une fête de débauche. D'abord, il y a le mot saint qui apparaît. Du moment où il y a le mot saint qui apparaît, c'est que c'est une fête réservée, c'est une fête religieuse. Parce que tous les jours du calendrier sont des jours de fête. Et le 14 février, normalement, c'est un jour de fête. C'est un jour de fête parce que tous les jours sont des jours de fête. Alors, Valentin, qui était un prêtre, comme l'a dit M. Fortuné, Valentin, qui était un prêtre, célébrait les mariages dans l'Empire romain. Alors, il a donc, Valentin a jugé lutter contre la dépravation. Contre la dépravation. Oui. Il pense qu'il faut vivre l'amour en couple et non l'amour dévergondé. Voilà. Comme Donc l'Église catholique, en réalité, célèbre la Saint-Valentin, mais pas comme nous célébrons dans le monde. C'est que la Saint-Valentin n'est pas une fête de débauche. Voilà. Je crois que ce n'est pas ignorance que nous nous en trouvons là. Il ne faut pas attendre la Saint-Valentin, il ne faut pas attendre le 14 février. C'est comme si nous sacralisons ce jour-là. Il ne faut pas attendre le 14 février pour offrir à quelqu'un de cher ce qu'on veut lui offrir. Moi, par exemple, à mon épouse, quand je reviens du service, je peux lui offrir un bonbon, un bonbon de 10 francs. Ça veut dire que de toute la journée, je pensais à elle. De toute la journée, j'avais mon épouse en tête, quand même je travaillais. Et en retour, quand elle reçoit le bonbon, elle se dit « Ah, attention, mon mari a pensé à moi. » Même si je n'avais... C'est que l'amour n'a pas de valeur, l'amour n'a pas, comment on appelle, un prix. En réalité, l'amour, c'est cher. Parce que toute notre existence part d'abord de l'amour. Le divin a dit « Créons l'homme à notre image ». Il faudrait qu'il y ait d'abord ce sentiment d'amour-là, avant qu'on ne fasse quelqu'un à son image. Donc, je crois que la Saint-Valentin, ce n'est pas ce que la jeunesse en fait aujourd'hui. La jeunesse doit réfléchir autrement. Comment fêter la Saint-Valentin? Comment passer ce jour-là? Il ne faudrait pas que je passe la Saint-Valentin, ce jour que j'ai choisi pour, partager mon sentiment d'amour. Il ne faut pas que ce jour-là soit pour moi un jour de regret. Parce qu'après, le 14 février, on constate que peut-être je l'ai mal passé, j'ai constaté une grossesse. Voilà un peu ce que je peux dire. Toujours en nous basant sur cette lecture du livre, de l'ouvrage du Père Akora, on remarque bien que Saint-Valentin a voulu amener les jeunes que nous connaissons, ces jeunes dévergondés, vers le chemin du mariage. Il veut donc amener les jeunes à aller vers le mariage.
Donc c'est en cela, c'est dans cet esprit que la Saint-Valentin, cette fête se célèbre aujourd'hui le 14 février. Mais on doit reconnaître que selon d'autres cultures, dans d'autres pays, c'est une fête où, par exemple, des élèves peuvent offrir des cadeaux à leurs professeurs, à leurs enseignants. Dans d'autres pays, c'est des chocolats. Dites-nous, tel que ça se célèbre chez nous, et on voit quand même que la Saint-Valentin, quand on parle Saint-Valentin pour certaines personnes, c'est directement le 16. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci, monsieur le journaliste. Comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui, la fête de Saint-Valentin est fêtée en tournant dos à ce Saint-Valentin. Et on n'honore pas sa mémoire, on n'honore pas ce qu'il a défendu. Qu'est-ce qu'il a défendu? Il a défendu l'amour et l'amour conjugal. C'est de ça qu'il s'agit. Et l'amour conjugal. On se dit qu'on s'aime et on se livre à la débauche, on se livre à une vie qui dégrade l'être humain, on se livre à une vie qui n'honore pas l'être humain, qui ne respecte même pas l'autre. Je pense que nous sommes tout à fait là en porte-à-faux avec le sens réel de la fête de Saint-Valentin. Voilà. Vous êtes tous deux, M. Degbéao et M. Badji, vous êtes tous deux quand même des modèles pour les jeunes en matière de mariage chrétien, si je n'exagère pas. Et dites-nous si vous devez dire comment cette fête devrait se célébrer entre couples, qu'allez-vous vous dire, qu'allez-vous donner comme conseil, M. Casimir? Merci, M. Moïse. Je crois qu'il ne faudrait pas attendre le 14 février pour dire à son épouse ou à son conjoint que je t'aime. Moi, je le dis chaque fois. Je le dis tous les matins avant de quitter la maison. Et vous m'excusez du thème. J'aime beaucoup embrasser mon épouse. Donc, quand je me réveille, c'est avec une bise que je la réveille. Donc, tous les jours, moi, je lui dis que je l'aime. Vous voyez, dire à quelqu'un que nous l'aimions, d'aucuns trouvent que c'est un peu trop exagéré. On trouve que c'est banal. L'amour, il n'est pas seulement conjugal. L'amour, il est fraternel. L'amour, il est filial. L'amour, il est paternel. L'amour, il est maternel. L'amour, c'est que on le prend pour un élément banal alors qu'il n'est pas banal. Donc, il ne faut pas attendre ce jour-là pour dire qu'on aime quelqu'un. Et on doit le dire tous les jours. Et le 14 février, c'est un jour où moi, je me sacrifie pour faire au maximum les activités, les tâches ménagères. Je fais tout pour rentrer très tôt. Je fais même la cuisine. S'il le faut, je peux même me mettre à faire la lessive dans la maison. Je fais le ménage dans la maison. Et cela, je le fais pour démontrer à mon épouse que je l'aime. Que je ne l'ai pas épousée pour qu'elle soit mon esclave. Mais je l'ai épousée pour partager le sentiment qui m'a été donné par le Seigneur. Parce que j'ai dit devant Dieu, devant les hommes, que je l'aime. Donc comment est-ce qu'il faut le démontrer? Ce n'est pas ces actes-là. L'amour, ce n'est pas que le sexe. Le sexe, c'est secondaire. L'amour, c'est ce que nous disons, ce qui sort de notre bouche. Parce que tu peux ne pas dire à quelqu'un que tu l'aimes, mais ton comportement, ta façon de lui parler va prouver que tu l'aimes. Ta façon d'agir envers cette personne-là va prouver que tu l'aimes. Donc l'amour, ce n'est pas seulement le 14 février, ce n'est pas seulement de dire que je t'aime, ce n'est pas seulement le fait d'aller au sexe, mais l'amour, c'est plus fort que ce que nous pensons. Et que la jeunesse doit faire un pas en arrière et se dire, est-ce que la façon dont je partage mes sentiments, c'est ce que Dieu a voulu que je vienne faire? Est-ce que c'est ce que Dieu a voulu que je fasse? Vous voyez, chez nous en Afrique, lorsqu'un élève, parce que moi, comme je suis enseignant, lorsqu'un élève vient, par exemple, offrir quelque chose à son professeur, l'entourage commence automatiquement par penser autre chose. Moi, le 14 février, lorsque j'ai cours, par exemple,
je me donne le plaisir d'appeler toutes mes élèves mes Valentines. Je donne l'opportunité à mes élèves de s'extérioriser, de dire ce qu'elles n'ont pas l'habitude de dire en face d'un professeur. C'est que je leur laisse le crachoir et elles disent un peu de tout. Ça me permet de découvrir la personne qui est cachée en l'élève. Et l'élève ça permet aussi à l'élève de me découvrir moi, étant enseignant. Je suis enseignant, je suis éducateur. Le professeur, on peut dire le professeur passe plus de temps avec l'élève que les parents. Parce que l'enfant, il quitte la maison déjà à 6h30, 6h45 pour être à l'école. Donc, il est avec ses professeurs jusqu'à 19h. Le parent, combien de temps il passe avec l'enfant? Les parents ont du mal à entrer dans ce contexte-là avec leurs enfants. Parce qu'ils se disent qu'en entrant dans ce sillage-là avec l'enfant, je pousse mon enfant dans la dépravation. Non, ce n'est pas cela. Les parents doivent avoir le courage de dire à l'enfant, voilà, voilà, voilà. À un certain âge, voilà ce que tu peux faire. Déjà, à l'âge de 12 ans, de 15 ans, les enfants apprennent à dire à leurs amis, je t'aime. Mais il faudrait que le parent puisse dire à l'enfant, quand tu dis, à un certain âge, quand tu dis à ton ami ou à une amie que tu l'aimes, mais il faudrait que tu comprennes que tu l'aimes, tu dois l'aider. C'est comme ça, moi, je trouve la chose. Monsieur Fortuné Badji, au-delà de cette célébration, nous l'avons dit sur ce plateau déjà, c'est une célébration entre couples, entre deux amoureux, selon que la fête soit contextualisée par Saint-Valentin. Et selon vous, comment doit-on la célébrer entre couples, si ça doit se faire, un couple jeune mais expérimenté comme le vôtre? Merci, monsieur le journaliste. Je pense que pour fêter Saint-Valentin, il faut, comme l'a dit Casimir tout à l'heure, c'est une fête religieuse. Avant tout, c'est une fête religieuse. Et pour fêter Saint-Valentin, il faut revenir en soi-même, au sein du couple, n'est-ce pas? Revenir en soi-même et au sein du couple, faire le bilan. Faire le bilan. Réfléchir sur soi-même. Réfléchir sur le couple. Réfléchir sur ce qu'a été le couple. Et ce que nous voulons devenir. Et ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous voulons devenir. Faire le bilan. Et rester ensemble pour prier. Et prier et se confier davantage à Dieu le Père Tout-Puissant et qui vous a donné cette occasion-là de vous marier. Je pense que c'est de cette manière plutôt qu'il faut fêter. Et pour avoir fait l'expérience, monsieur le journaliste, je vous jure, c'est bon. Alors, vous l'avez dit, vous avez fait l'expérience et nous allons une fois encore suivre un autre élément témoin. Faut-il célébrer la Saint-Valentin ou non? Les mêmes personnes que nous avons suivies à l'entame de cette émission se sont prononcées. Je vous invite à les suivre. C'est bon de fêter la Saint-Valentin, mais il ne faut pas attendre ce jour-là pour fêter la Saint-Valentin. Chaque jour que Dieu fait, chaque jour qu'on se réveille, Dieu nous donne la vie. Il faut fêter l'amour, il faut prouver à son prochain qu'on l'aime en lui offrant des cadeaux ou des roses comme l'emblème de la passion. Nous qui sommes dans nos foyers, déjà responsables mariés, l'amour se célèbre tous les jours, mais de toutes les manières. Moi, je l'ai célébré avec mon épouse, par exemple, avant de me rendre au service aujourd'hui. Comment? Et si elle te demandait quelque chose et que tu penses l'offrir, il faut l'offrir. Tu dis, ah madame, tiens, telle chose que tu me demandais, voici, va l'acheter. C'est une manière, par exemple, de célébrer l'amour dans le foyer. Ou du moins, elle a envie de se rendre quelque part. Et elle sait bien et que, en tant que mari, vous n'allez pas accepter. Et vous choisissez, par exemple, le 14 février, vous dites, madame, tu m'avais parlé d'un endroit. Bien que tu savais que je n'allais pas t'autoriser, ce jour-ci, je t'autorise à aller. Elle sera très très contente. Voilà les manières par lesquelles nous qui sommes responsables du foyer, on peut célébrer nos amours. Pour moi, l'amour se célèbre tous les jours.
tous les jours. Si tu te dis que tu aimes quelqu'un, tu dois être en mesure de le lui exprimer tous les jours, par ton comportement, par tes actes. Surtout si je reviens sur l'amour entre mari et femme, entre époux, je dirais, c'est un sentiment qui s'exprime tous les jours. On ne va pas attendre la Saint-Valentin pour exprimer à ton conjoint, pour dire à ton conjoint combien de fois tu l'aimes. Et moi, je dis, le cadeau, c'est juste en dernière position pour moi. Le cadeau, tu peux faire des cadeaux à ton époux à tout moment. À tout moment. Donc, il n'est pas dit que, pour moi, tu n'as pas besoin d'attendre forcément le 14 février pour lui offrir un cadeau de ton choix. Personnellement, je dirais que c'est des bêtises. Moi, je suis de congrégation musulmane et même si on doit accorder une place assez importante à l'amour, jusqu'à aller décerner un jour où et de grandes personnes et de petites personnes se mettent ensemble pour faire que de bêtises, je crois que pour ma part, cette fête-là n'a pas sa raison d'être. Voilà, vous venez de suivre nos personnes interviewées, surtout le dernier intervenant, Sadikou Adeleke Sadikou, qui estime que cette fête n'a pas sa raison d'être. Monsieur Degbeao, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Merci, monsieur Maurice. Il est libre de contextualiser cette fête-là. Moi, étant chrétien, pour moi, je dirais qu'il est très important pour moi de célébrer cette fête-là. Parce que je l'ai dit au départ, que on n'a pas dit Valentin, mais on a dit Saint-Valentin. Et c'est parce que ce prêtre-là est mort, parce qu'il célébrait l'amour, il célébrait le mariage, qu'il a été tué. Donc, comment est-ce qu'il a été tué? Il a été décapité. C'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour l'amour. Alors, en reconnaissance pour ce qu'il a fait, il a été canonisé. Et c'est le 14 février, ce jour-là, où il a été tué, qui est resté en mémoire. Et c'est pour le sacrifice qu'il a fait, pour l'amour, que nous reconnaissons cela. Alors, lui étant peut-être, étant musulman, s'il se dit que ce sont des bêtises, comme il le dit, bon. Il ne le dit pas parce qu'il est musulman, hein. Il le dit sur la base de ce qu'il observe ce jour, c'est tout. Moi, j'aimerais qu'il pousse loin son observation. Il ne faudrait pas qu'il reste seulement dans le cadre de la jeunesse, mais qu'il entre dans les foyers, qu'il aborde le couple et il verra comment est-ce que nous vivons l'amour. Le 14 février, ce n'est pas seulement le 14 février, mais si il peut peut-être se sacrifier et prendre le 14 février, sillonner un peu les foyers, les couples, il verra comment est-ce que nous célébrons le 14 février en couple. Monsieur Fortuné. Merci, monsieur le journaliste. Je pense que nous n'allons pas focaliser notre argumentaire sur monsieur Sadikou, mais je pense que monsieur Sadikou n'est pas en porte-à-faux avec ma position, moi, au fond. Mais il est en train de combattre ce que cette fête-là est devenue d'anormal, d'amoral dans notre société aujourd'hui. Au fond, c'est ça. C'est pas qu'il est contre l'amour en tant que tel. Il n'est pas contre. Non. Mais je pense, si je le suis bien, il est plutôt contre ce qu'on en fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, et tout le monde, sinon la plupart des gens, des jeunes comme des adultes, il y en a, oui, parmi les adultes aussi. Certains, oui, et qui semblent tourner dos à ce saint-là,
qui semblent tourner dos à Saint-Valentin, qui semblent tourner dos à l'amour. Parce que à l'idéal qu'ils recherchent à travers cette fête. À travers cette fête. L'amour, c'est de la responsabilité. L'amour, c'est le don de soi, comme je l'ai dit et tantôt. Et donc, c'est ce qui se passe. Au fond, moi, je dirais que chacun est libre donc de fêter l'amour. De fêter même l'amour un 14 février si vous en voulez. Bon, un 14 janvier. Un 14 janvier, un 14 février, n'est-ce pas? La 14 février, oui. C'est la Saint-Valentin. On peut choisir de fêter l'amour l'amour un autre jour. Voilà. D'ailleurs, ça se fête un autre jour dans d'autres pays. Voilà. Donc, on peut choisir, ce n'est pas ça qui gêne, mais c'est important pour les jeunes et les adultes de notre temps de comprendre qu'il faut faire attention. Il faut faire attention pour ne pas vivre l'amour selon un concert de suggestion, un concert de comportement dévalorisant l'être humain, mais qu'ils vivent selon leurs convictions propres à la lumière d'une éducation qui respecte la vérité de l'amour, qui respecte l'amour conjugal et surtout le Créateur qu'est Dieu. Dieu, il est le premier amoureux, mais l'amour dont il s'agit, mais ce n'est pas ça que nous fêtons aujourd'hui, et c'est ça qui n'est pas bien. Merci. Et dites-moi, chers invités, on entend souvent dire dans l'opinion publique l'amour vrai n'existe plus. Aujourd'hui, ce n'est que le matérialisme. Il est normal que ce jour, on se penche sur cette question. Oui, monsieur, merci, monsieur Maurice. L'amour vrai, pour certains, il n'existe plus. Parce qu'ils ont été peut-être déçus par une amie ou un ami. Mais pour certains, l'amour, il existe toujours. L'amour, il est réel. Parce que l'on ne peut pas vivre sans l'amour. Et lorsque vous mettez devant l'amour, le matériel, il n'existera jamais pour vous. Lorsque vous vous dites, celui avec qui je dois cheminer doit être infortuné, ça ne marchera jamais. Il est sur ce plateau fortuné d'ailleurs. Ah. Je crois que l'amour, ça se cultive, ça s'entretient. L'amour ne doit pas naître dans une relation, mais l'amour doit déjà exister en nous. Et nous devons la faire fructifier. Et c'est le fruit de l'amour qui est l'enfant qui en ressort. Et cet enfant-là, il vient après le mariage, bien sûr. Donc, le deuxième panel pourra décortiquer tout cela. Je vois quand même que l'expérience veut vous faire parler. Oui. Mais nous allons laisser bien ce développement au deuxième panel avec les spécialistes qui viendront. Fortuné, dites-nous, l'amour vrai, ça n'existe plus. Vous entendez dire cela dans l'opinion? Oui, bien sûr. Je pense que l'amour existe. Et l'amour ne peut d'ailleurs pas disparaître. L'amour est toujours là. Et il ne faut pas penser que, parce qu'il y a peut-être des moments de conflits qui surviennent, qui a plus l'amour. Il ne faudrait pas considérer les choses de cette façon. Il ne faudrait pas aussi penser qu'il y a des gens qui sont tout à fait matérialistes et que ça s'arrête là. Non, il y a plein de personnes, des hommes comme des femmes, qui connaissent le sens de l'amour et qui le pratiquent comme cela se doit et qui ne sont pas des matérialistes non plus. Donc, pour ma part, je pense que l'amour existe toujours de nos jours. C'est plutôt
nous, les contemporains, et qui, par moment, tournent dos à l'amour vrai. La Saint-Valentin, cette célébration, c'est l'occasion pour certaines personnes de s'habiller, d'adopter cette couleur, la couleur rouge, la couleur de l'amour, ce symbole de l'amour. Dites-nous, êtes-vous pour ou contre cette façon de le faire ce jour? Votre femme arborera sa plus belle robe, rouge sang, pour vous témoigner votre amour. Vous-même, pourquoi pas une belle cravate rouge? Fortuné nous a dit, ben moi, vous n'aurez pas la couleur rouge sur moi, sur le plateau. Dites-nous, quelle est votre position par rapport à cela? Bon, au fond, je ne suis pas contre le principe, mais je pense que il ne faut pas attendre un 14 février pour s'habiller en rouge, pour montrer qu'on aime. Non? Et d'ailleurs, bon, avec toutes les couleurs, on peut témoigner de son amour. On n'a pas besoin d'être forcément en rouge. Et il ne faut pas forcément attendre un 14 février. Le rouge qui signifie l'amour pour vous peut signifier peut-être le deuil quelque part d'autre ou la joie quelque part d'autre. Donc, ce n'est pas la couleur, elle importe peu, à mon avis. Voilà. Kazmi? Oui, je rejoins M. Fortuné en disant que moi personnellement, je ne me retrouve pas dans le rouge. C'est une couleur aussi significative dans l'Église catholique parce que dans le calendrier liturgique, nous portons la couleur rouge à un moment bien précis. Donc, c'est lorsque nous vivions dans l'ignorance de certaines choses que nous adoptons certains comportements. Moi, je n'ai jamais célébré la Saint-Valentin dans la couleur de la Saint-Valentin. Donc, la couleur importe peu pour moi. Je n'ai pas besoin de me mettre en rouge ou en blanc pour signifier à celui ou à celle que j'aime que voilà, je suis en train de célébrer l'amour. Donc, la couleur importe peu. Et je sais que vous avez fait quand même un cheminement avec celle que à qui vous avez déclaré votre amour aujourd'hui. Est-ce que vous avez encore un souvenir de ces moments-là de célébration avant votre mariage devant Dieu et les hommes ou à la mairie? Si vous avez encore des souvenirs, racontez-nous ces moments-là. Continuez. Ok, merci monsieur le journaliste. À vous dire vrai, et moi je n'ai jamais fêté un 14 février, la Saint-Valentin en amoureux, un 14 février toute ma jeunesse, non, avant le mariage, non, du tout pas alors, mais j'ai toujours considéré cette fête-là comme une fête religieuse et je suis à la messe et je fête Saint-Valentin comme toute fête religieuse avec le sens, son sens de l'amour, l'amour en tant que l'amour comme don de soi, comme Saint-Valentin l'a voulu en tant que martyr, c'est cela. Donc je fête le martyr qu'est Saint-Valentin. Kazmi, avez-vous un souvenir, si vous l'avez célébré avant le mariage proprement dit, racontez-nous. Oui, avant le mariage, je l'ai célébré une seule fois avec madame. Nous avons décidé de quitter le cadre conjugal. Nous sommes sortis, marcher un peu, voir un peu la ville, comment est-ce que les gens fêtaient la Saint-Valentin. On a trouvé ça un peu trop exagéré des autres. Et on s'était demandé, mais est-ce que c'est nous qui ne sommes pas à la mode, ce sont eux qui ne sont pas à la mode? Parce que tout ce qu'on voyait, bon, ne nous convenait pas. Nous. Donc on a jugé bon de rentrer à la maison.
et de rester en couple et échanger. Et vous aviez vu quoi? Donc, on a fini par comprendre que la meilleure fête, la meilleure Saint-Valentin et la meilleure déclaration d'amour, c'était de se dire la vérité. Consommer. Voilà. Et c'est ce qui nous a poussé à retourner à la maison. Parce que je peux dire à 90%, on n'était pas du tout satisfait. On n'était pas du tout satisfait. Donc on a jugé bon depuis ce temps-là de fêter la Saint-Valentin tous les jours. Mesdames, Messieurs, le temps passe très vite. Nous allons vers la fin de ce premier panel, mais avant, je vais vous demander de placer un mot. Qu'est-ce que vous avez à donner comme conseil à ceux qui aspirent au mariage, à ces jeunes qui continuent de célébrer la Saint-Valentin comme on le voit dans la dépravation, et puis votre mot de fin, Monsieur Fortuné. Merci, Monsieur le journaliste. S'il faut donner un conseil, c'est que je vais me répéter, puisque ce que je vais donner comme conseil, je l'ai dit tantôt. Je pense que jeunes et adultes devraient désormais chercher à vivre l'amour, à fêter l'amour avec leurs convictions personnelles et non avec la mode, et non avec la dépravation, et non avec ce qu'on constate aujourd'hui, mais un amour riche d'une éducation, d'une éducation et d'une bonne éducation qui respecte la vérité de l'amour, qui respecte l'amour conjugal et qui respecte, n'est-ce pas, votre amoureux, ce partenaire ou cette partenaire en griffe avec qui vous voudriez construire votre vie plus tard. Je pense que Saint-Valentin devrait être ce jour-là, pour les jeunes particulièrement, de réfléchir à comment est-ce qu'il faut faire ce cheminement-là, jusqu'à ce que cela aboutisse. Parce que l'amour, il ne faut pas qu'on se cache le visage, c'est tout un processus, c'est toute la vie, c'est une question donc d'équilibre. Merci. Casimir, votre mot de fin, conseil, le temps est parti. Oui, je m'en vais dire à mes jeunes frères que il n'y a rien de plus intéressant de voir deux personnes qui s'aiment honnêtement. Il n'y a rien de plus beau que l'amour. Je m'en vais donner cette parole de Saint Paul dans Éphésiens 5, le verset 2, qui dit « Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. » Alors, chers frères et sœurs, je crois qu'il faut s'aimer et se dire honnêtement, en toute sincérité, que nous nous aimons. Merci. Merci à vous, chers invités, chers téléspectateurs. Madame, Messieurs, ce premier panel de cette émission spéciale s'achève. Ce panel a reçu pour vous Fortuné Badji. Il est spécialiste des sciences de l'éducation, doctorant, spécialiste en finance et développement, et Casimir Degbe-Ao, enseignant. Nous avons parlé de cette célébration du 14 février, la fête des amoureux. Nous avons parlé de la façon dont elle se célèbre chaque année, ce qu'elle devrait être. Je vais vous inviter à garder votre position pour suivre le deuxième panel qui va recevoir d'autres invités, des aînés dans le domaine du mariage, et pour vous apporter des solutions à des questions de couple, à des questions auxquelles vous n'avez pas de solution. Ce sera avec Carole Olaye. Merci de nous avoir suivis. Monsieur, c'est bel et bien votre émission spéciale Saint-Valentin qui se poursuit. Ce deuxième panel a pour thème la Saint-Valentin au prisme des aînés. Pour en parler, j'ai deux invités sur ce plateau. Il s'agit de Monsieur Camille Yabi. Il est psychologue assistant, consultant également. Monsieur Camille Yabi, bonjour.
Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Camille. C'est moi. En face de vous, nous avons Madame Ogouman, née Lucienne Aliko. Elle est sage-femme de formation, elle est à la retraite. Elle est également spécialiste des questions de mariage et de famille. Madame Ogouman, bonjour et merci d'avoir accepté des nôtres. Bonjour Carole, tout le plaisir est pour moi. Alors, on a suivi, chers amis téléspectateurs de l'Enlage, le développement de l'amour, la perception de l'amour, l'amour vu par les jeunes. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à ce qui doit être, et plus particulièrement à la vie de couple et au mariage. Sans plus tarder, Monsieur Camille, dites-nous, qu'est-ce que c'est que le vrai amour ? Le vrai amour, d'abord, comme son mot l'indique, amour, dans son sens étymologique latin, qui veut dire amor, c'est le vif sentiment ou vive émotion que l'on éprouve pour quelqu'un. Et quand on parle de vrai amour, c'est cet amour qui a 3 dimensions. D'abord, le cœur que l'on a, l'amour philéos, qui a un cœur pour l'autre. C'est particulier pour quelqu'un. Ce n'est pas pour plusieurs personnes. C'est pour un individu où j'ai vraiment un sentiment d'attachement. Et lui aussi, de façon réciproque, a un sentiment d'attachement pour moi. Le second aspect, c'est l'aspect éros de cet amour-là, où je veux être physiquement attaché à la personne, vivre l'intimité avec la personne. Et le troisième aspect de cet amour vrai, c'est ce sentiment d'amour inconditionnel, où j'aime la personne malgré ses défauts, malgré les défis qu'elle présente, je l'aime, j'ai vraiment cet attachement. Donc l'amour vrai, c'est cet amour qui fait que j'ai le cœur à cœur avec la personne, je suis physiquement avec la personne, mais aussi inconditionnellement, je suis avec la personne. Donc, c'est cet amour qui est totalement ouvert, libre, mais vis-à-vis d'un individu. Alors, Madame Ogouman, selon vous, en tant que spécialiste des questions de mariage, c'est quoi l'amour? L'amour, selon moi, c'est ce sentiment qui se partage entre 2 personnes, spécifiquement un homme et une femme. C'est un amour qui se vit dans la vérité, dans la fidélité. C'est un amour unique, sans partage. C'est un amour total. On se donne totalement l'un à l'autre et c'est un amour inconditionnel, cet amour qui peut conduire, quand il est bien vécu dans le couple, qui peut conduire à la sainteté. Donc, vous le dites, c'est un amour qui nécessite la fidélité. Comment on l'exprime, l'amour? L'amour s'exprime au quotidien, dans de petits gestes, la tendresse, le don de soi, l'abnégation, le partage, le pardon et surtout la disponibilité à être ensemble. Il faut vivre ensemble et s'aimer. Il faut se sentir aimé. Alors, Monsieur Camille, dites-nous, à quel âge doit-on commencer par réellement ressentir ce sentiment? Ce sentiment d'amour, si on veut rester dans la systématique, c'est déjà dès l'enfance que l'amour vrai commence par se bâtir dans la vie de l'enfant, à partir de sa naissance. Vous voyez l'attachement, lorsque l'enfant a un attachement sécure avec sa mère, à travers même déjà de l'allaitement, cet enfant se met en confiance. Et avec le développement, donc dans le stade de développement humain, cet enfant grandit en confiance, grandit dans l'autonomie, grandit dans
le labeur, la façon de travailler, mais aussi à l'adolescence, là où le tournant décisif, où il commence par s'identifier. À partir de ce moment-là, il se détache progressivement des parents et commence à bâtir une relation d'amour, non seulement avec les parents, parce que c'était donc sécurisé, mais il commence par bâtir une relation d'amour avec ses camarades. Et quand il rentre dans la jeunesse, je parle déjà à partir donc de 15 ans jusqu'à 18 ans, alors on peut déjà commencer par se bâtir un spectre d'amour fondamental qui peut aller vers l'autre. Et déjà à 21 ans, quelqu'un, l'âge psychologique pour dire oui, que je t'aime, à 21 ans, c'est déjà possible d'être rassuré que vraiment, je peux dire oui à quelqu'un en disant que je l'aime, en tenant compte de tous les paramètres. Est-ce que Madame Ougouma est d'avis? Vous êtes d'avis? À 21 ans, on peut parler réellement d'amour? Bien sûr, puisque déjà à partir de l'adolescence, le sentiment se met déjà en place. Le jeune homme ressent déjà des pulsions. Il a le désir de se rapprocher du sexe opposé. Il veut vivre des sentiments qu'il ne connaissait pas, puisqu'il sent un certain bouillonnement en lui-même. Donc, à partir de 21 ans déjà, nous disons que ce jeune homme, il peut dire oui. Je reste avec vous, Madame Ougouma. Vous le dites tantôt, déjà à 21 ans, on peut parler d'amour. Aujourd'hui, c'est vrai, on en avait l'autre plateau, on avait précédemment parlé. Dites-nous, quelle lecture faites-vous de la perception de l'amour par les jeunes? Oui, les jeunes ne perçoivent pas l'amour comme nous, on le perçoit. Parce que ce n'est pas au cours d'une rencontre fortuite ou bien une fois en passant. Les jeunes, pour eux, aimer quelqu'un, c'est plus pour aller au sexe que de cheminer, de se découvrir, de se connaître, de partager, puis après de bâtir un futur. Pour les jeunes, la plupart des jeunes, aimer, c'est faire un bout de chemin, aller au sexe, utiliser son corps de façon abusive et sans lendemain. Votre lecture, Monsieur Yabi? Merci. Pour m'aligner, je veux vraiment m'aligner par rapport à ce que Madame Ougouma vient de dire. La jeunesse, pas dans sa totalité, une grande partie de la jeunesse vit une forme d'amour débridé où vraiment les relations sont basées sur le sexe. Et quels sont les facteurs psychologiques qui sous-tendent ça, ce comportement? Oui, ce comportement, c'est d'abord, comme je l'ai dit, dès la maison. C'est une question d'éducation. Déjà, lorsque le petit enfant n'a pas un attachement sécure avec sa mère ou son père, ou c'est un couple monoparental, il peut y avoir un déficit d'amour. Donc, et à l'adolescence, lorsque l'enfant n'est pas véritablement accompagné, il peut y avoir une désorientation, une confusion dans la croyance, dans ses idées et même dans la sexualité. Alors, à partir de cet instant, lorsque l'enfant n'évolue pas dans un cadre familial sécurisant, tous les dégâts sont permis. Mais quand on parle de cadre familial sécurisant, c'est là où le père et la mère sont là pour soutenir, pour canaliser, pour encadrer, pour parler aux enfants. Parce qu'il y a des parents qui sont là, ils ont tout à la disposition, mais malheureusement, les enfants deviennent des délinquants. Tout à fait. Parce que l'éducation de base a été ratée. Donc, c'est d'abord sur le plan donc, de l'éducation,
sur le plan de l'accompagnement. Parlant de l'éducation, nous allons y revenir. Dites-moi, Madame Ogouman, je me retourne vers vous. Oui. Je voudrais savoir comment doit se manifester l'amour pour que cela aboutisse à une vie de couple. Oui. Cet amour doit être vécu dans la vérité. Il faut que les deux, le jeune homme et la jeune femme, se définissent des objectifs précis. Ils ne doivent pas s'orienter vers le sexe. Ils doivent s'orienter et avoir un seul souci, réussir leur vie. Ce que vous dites là, ces jeunes ont besoin d'une certaine maturité pour pouvoir définir ces genres d'objectifs, je veux dire. Oui, ils ont déjà fait du chemin avec les parents. Ils ont déjà fait du chemin avec les parents, avec les éducateurs. Ils ont reçu une certaine éducation et ils ont grandi. Donc, selon moi, ces jeunes doivent avoir un comportement responsable et savoir où ils vont. Le plus important dans la jeunesse, c'est d'abord l'avenir. Et puis le reste viendra tout seul, à mon avis. De l'amour à la vie de couple, et parlons plus précisément de la vie de couple, comment entretenir, selon vous, Monsieur Yabi, la flamme de l'amour pour qu'elle ne s'éteigne pas ou qu'elle ne s'amenuise pas? Merci, madame. Il faut effectivement attiser la flamme de l'amour. Et ça, c'est très important. C'est d'abord la compréhension que nous avons de l'amour. L'amour, c'est un sentiment que l'on doit apprendre. C'est d'abord ça. Apprendre l'amour, c'est l'attention que l'on accorde à l'autre. L'autre aimer. C'est le sacrifice de soi. C'est le don de soi. Aimer, c'est apprendre à mourir un peu en soi. Donc, lorsque ce concept est bien intégré dans notre mental, que lorsque je décide d'aimer quelqu'un, c'est une manière de décider de mourir un peu en moi, de perdre un peu ma liberté pour que l'autre vive pleinement également. C'est faire en sorte que l'être aimé se sente heureux. Que je le rende heureux par ma décision de vivre avec elle, cette personne-là. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un sacrifice que je fais. Et dans ce sacrifice, c'est vrai que j'attends que... en retour, quelque chose de mon partenaire. Oui, j'attends que le cœur que j'ai pour la personne, que la personne manifeste également ce cœur avec moi. J'attends vivre également un sentiment d'attachement physique, donc l'intimité avec. Et si la meilleure manière d'entretenir cet amour, c'est la présence de l'autre, vivre l'intimité sexuelle, mais également l'amour inconditionnel. Vivre la différence. Apprendre à vivre la différence. Parce que elle n'est pas moi, je ne suis pas elle. Et surtout que vous n'avez pas reçu les mêmes éducations. On n'a pas reçu les mêmes éducations et par conséquent, je dois apprendre à vivre avec la différence, à gérer nos différences de façon responsable. Et tout ça, ça se passe dans la tête, ça se passe dans le cœur. Et j'imagine que c'est cette différence qu'on n'arrive pas à gérer dans les couples qui est source de conflits. Et en parlant de conflits dans les couples, est-ce que les conflits sont synonymes de manque d'amour forcément dans le couple, Madame Ogouman? Non, Carole. Les conflits sont inhérents au couple. Un couple qui n'a jamais de conflit est un couple qui se meurt peu à peu à son insu. Si dans un couple, on te dit « Ah, moi, je ne me fâche jamais avec mon mari ni avec ma femme », ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui écrase l'autre. Et cette personne n'a pas la possibilité d'exprimer ses sentiments les plus profonds.
n'a pas la possibilité de dire ce qui lui fait mal, où il a mal. L'hypocrisie en d'autres termes. Oui, pas force. Oui, l'hypocrisie, ça veut dire que on se côtoie, mais on n'a pas le courage d'exprimer ses vrais sentiments. On vit au jour le jour jusqu'au moment où ça explose. Ça explose. Madame Ogouman l'a dit. Alors, Monsieur Yabi, dites-nous, en tant que psychologue, l'éducation de façon générale, on vous en parlait tout à l'heure, j'avais dit qu'on allait en venir. L'éducation de façon générale, y compris l'éducation familiale, les curricula, les feuilletons, les réseaux sociaux, pas forcément l'Internet, mais la vie associative de nos enfants aujourd'hui. Est-ce que cela les prédestine à une vie de couple apaisée, à une vie de couple heureuse et épanouie? Ça dépend parce que si déjà au niveau de la famille, comme je l'ai dit toujours, selon le psychologue Bowlby, lorsque l'attachement sécure est garanti pour l'enfant, c'est déjà un élément fondamental qui prépare le cœur de l'enfant au vrai amour. Lorsqu'il a vu les parents l'entourer de l'amour, lui-même apprend à donner de l'amour aux parents. Vous savez, dans le contexte africain, l'enfant est un investissement et on attend le retour sur investissement. Donc, et si on veut attendre ce retour sur investissement, il faut bâtir sur le principe de l'amour, l'enfant, la vie de l'enfant. Donc, mais ensuite, c'est l'école. En fonction donc du type d'enseignant, du type de maître, de maîtresse, d'enseignant que l'enfant a eu dans son parcours. Tout cela bâtit l'amour, le sentiment d'amour dans le cœur de l'enfant. Moi, j'ai le sentiment d'amour de mon premier maître jusqu'à aujourd'hui. Il m'a communiqué une certaine forme d'amour. Voyez. Ensuite, à travers ses comportements? À travers ses comportements, à travers vraiment son geste vis-à-vis de moi, à travers la façon de me corriger, la façon de m'aimer, de me dire, on ne fait pas cela. Voici ce qu'il faut faire. Mais ensuite, la rue. Parce que l'enfant n'est pas que dans la maison, ni à l'école, mais il est dans la rue. Quand nous allons jouer dans la rue, quand on va avec des amis du quartier, tous ces environnements peuvent influencer positivement comme négativement. Surtout les fréquentations. Les fréquentations, surtout lorsque nous avons l'habitude de fréquenter des maisons où les enfants sont peu bien éduqués, alors notre enfant risque dans le futur d'avoir un amour totalement biaisé. Donc la question de l'éducation, elle est fondamentale au niveau des parents, au niveau de l'école, mais dans la rue également. Et aujourd'hui, je n'épargne pas ces réseaux sociaux, ces différents feuilletons dans lesquels on voit l'acte sexuel diffusé sans aucune réticence, sans porter de gants. Et ça vient sur notre continent, ça vient au Bénin, c'est diffusé sur nos chaînes, les enfants le suivent. Quelles conséquences ça peut avoir psychologiques, ça peut avoir sur l'enfant? D'abord, la première des conséquences, c'est la perturbation du niveau intellectuel de l'enfant. Les rendements scolaires chutent immédiatement. Un enfant qui apprend à se masturber, qui apprend à regarder les images obscènes, baisse totalement dans les rendements intellectuels, scolaires. Parce qu'il est perturbé. Parce que il ne faut pas réveiller l'amour avant qu'il ne se veuille. Lorsqu'on réveille l'amour avant que cela ne soit, avant son âge, alors on s'auto-détruit. Donc, c'est d'abord la programmation de la destruction mentale de l'enfant. Ensuite, les troubles de comportement que l'enfant peut avoir. Voyez, quand vous voyez les gens dans la rue s'embrasser, c'est des troubles de comportement parce que, naturellement, ça ne se fait pas comme ça. Donc, c'est des troubles de comportement parce qu'il a vu faire et il le fait. L'enfant qui voit les parents par mégarde s'embrasser, alors il va le faire. Lorsque les parents sont en train de vivre d'intimité, les portes ouvertes, et que l'enfant tombe, malencontreusement les surprend, ça crée
un certain nombre de dysfonctionnements. Mais comment gérer cette psychose-là? Oui, et bien évidemment, quand on ne peut pas le faire sur ce plateau, lorsque un enfant passe par des troubles de comportement liés aux déviances sexuelles, il faut forcément une consultation, il faut qu'une prise en charge soit faite, qu'on puisse diagnostiquer et ensuite désensibiliser cet enfant. Donc c'est une prise en charge psychologique qu'il faut faire à ce niveau-là. Et beaucoup de parents ne sont pas conscients qu'ils ont besoin vraiment de ce genre de prise en charge pour les enfants. Il y a des spécialistes aujourd'hui dans notre pays qui s'en occupent. C'est très important. Alors, Madame Ogouman, je me retourne vers vous pour savoir, est-ce que les valeurs, nos traditions, nos cultures qu'on abandonne aujourd'hui n'expliquent pas ce comportement de déviance qu'on observe chez la jeunesse? En parlant d'amour, bien évidemment. Évidemment. Quand on abandonne des valeurs, ça veut dire qu'on va inévitablement à la dérive. Quand nous étions jeunes et nos tantes devaient aller vivre en couple avec leurs époux, que la dot est donnée, tout ça là. Quand la tante, la jeune fille rejoint son mari, mais la virginité avait une valeur capitale. Et le lendemain matin, le feedback doit venir tout de suite vers la famille avec le cadeau inhérent. Ah, vous avez bien éduqué votre fille, nous l'avons trouvée vierge. Ça faisait l'honneur de la famille et l'honneur de la fille. Mais maintenant, ne demandez pas à un jeune homme ou bien à une jeune fille, ne leur parlez pas de virginité. Mais si malencontreusement vous leur demandez, mais qui souhaiterait avoir une fille vierge le jour du mariage, ils lèvent tous le doigt. Alors qu'ils sont les premiers à créer ce désordre-là. Et on ne peut pas dépuceler une fille et la retrouver vierge au mariage, évidemment. Donc, la déviance provient de l'abandon des valeurs des exigences de nos coutumes. Il faudrait que la fille fasse tout pour s'honorer le jour du mariage. Ça veut dire qu'elle doit tout faire pour éviter des comportements de déviation, de déviance. Alors, vous l'avez dit, elle doit tout faire pour éviter les comportements de déviance, étant donné que c'est elle qui est la plus jugée par la société. Mais dites-nous, est-ce qu'en votre temps, Madame Ogouman, la Saint-Valentin se célébrait en matière d'amour? Nous, est-ce qu'on nous autorisait même à aimer? On n'était pas autorisé à aimer. Hein. Ah dès qu'on vous voit en train de cheminer avec un garçon et le papa et la maman et je vais dire tout l'environnement, ça devient tohu-bohu parce qu'on ne veut pas. Ah, elle va tomber enceinte. Ah, elle ne doit pas suivre un garçon. Elle doit penser à son avenir. Et puis tout le monde, vous avez tout le monde au dos. Donc nous, on ne connaissait pas la Saint-Valentin. Honnêtement, moi, j'ai commencé à entendre parler de la Saint-Valentin, là. Ça fait peut-être une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Et c'est grâce aux médias qu'on a commencé à entendre parler de la Saint-Valentin. Je ne savais même pas ce que c'était. Madame Ogouman, dites-nous, comment doit-on vivre alors l'amour pour que ça conduise à une vie de couple épanouie? Je vous retourne la question. Il faut vivre une amitié saine. Une amitié qui, débarrassée de tout intérêt physique, psychologique et surtout
matériel. Vous vivez dans la vérité, vous vous entraidez. Si vous devez étudier ensemble, vous étudiez ensemble, vous cheminez ensemble, vous évitez les situations de compromission. On nous disait qu'il faut éviter d'entrer directement dans la chambre de votre copain, d'aller vous enfermer et puis éviter les pénombres. Parce que la chair est faible et vous êtes tenté. Puisque vous voyez vos copines faire, à un moment donné, avec les turbulences de l'adolescence, vous êtes tenté aussi d'aller découvrir, de copier. Vous êtes tenté d'agir aussi pour découvrir ce qui se passe là. Parce que vous-même, vous ressentez des choses dans votre corps. Mais si vous êtes courageux et que vous vous privez et vous vous dites, le meilleur cadeau que je vais offrir à mon mari, c'est ma virginité le jour de notre mariage. Là, vraiment, vous transcendez toute tentation et avec la prière, vous arrivez toujours au bout. On a connu des couples qui, à 28 ans, 30 ans, sont arrivés vierges au mariage, surtout les filles. Mais je ne voudrais pas parler des garçons parce que c'est eux qui peuvent témoigner. Alors, dites-moi, Madame Ogouman, je reste avec vous. Est-ce que c'est seulement le manque d'amour qui explique les conflits dans le couple? Non. Je vous ai dit que tout couple est victime de conflits. Ce n'est pas parce qu'on s'est disputé aujourd'hui qu'on ne va pas faire la paix. Non. Les conflits surviennent. Il faut rester au-dessus de la mêlée. Et selon vous, qu'est-ce qui est à la base de ces mécontentements, de ces incompréhensions, de cette vision qui ne se rassemble pas autour de quelque initiative que ce soit? Vous voyez, Carole, pour former un couple, nous ne sommes pas nés des mêmes parents. Nous sommes venus d'horizons différents, des habitudes familiales différentes, une éducation différente, des us et coutumes différents, mais c'est l'amour qui nous réunit. Donc, si en cours de route, quelque chose nous oppose, on dit que le conflit du couple se règle dans le couple, par le couple et pour le bien du couple. Le conflit vous permet de vous découvrir davantage, de vous aimer davantage et de vous apprécier au quotidien. Sans embâche, il suffit de vivre dans la vérité, dans l'unicité et dans la sincérité, et vous faites l'effort de faire grandir votre amour au quotidien, parce que l'amour doit être entretenu et être ménagé. Nous devons éviter que l'amour se blesse. Voilà qui est bien dit. Monsieur Yabi, dites-nous, quelles sont les valeurs au-delà de l'amour qu'il faut prôner dans un couple? Première des choses, c'est d'abord la vision que vous avez de votre mariage. Vous savez, quand vous n'avez pas une vision claire de votre vie de couple, c'est fini. C'est à partir d'une vision qu'on bâtit la vie. Donc, il faut se dire quelle est notre vision de vie, de notre vivre ensemble. Quelle est notre vision de famille, de couple que nous sommes en train de constituer. C'est ça d'abord. Et dans cette vision, c'est d'abord la transparence, la loyauté l'un envers l'autre, la paix entre nous. Nous voulons que notre couple soit un havre de paix, soit notre maison soit une maison où
il y a la compréhension, l'entente, la vérité et tout ce qui va avec. C'est d'abord cela, que nous puissions élever nos enfants dans un environnement serein. Et nous formons une famille solide. C'est à partir de cette vision-là que le reste se bâtit. Qu'on va donc décliner maintenant. Comment on fait? Les conflits, par exemple. Le conflit en lui-même est neutre. Le conflit n'est pas d'abord source de problème. Le conflit permet donc de savoir que nous sommes différents. C'est une source de divergence. Et c'est important. Deuxièmement, ça permet de nous connaître. Ça permet de connaître l'autre, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, quels sont son arrière-plan par rapport à telle ou telle situation. Et tel élément évoque un certain sentiment dans sa vie. C'est important de le savoir. Et c'est les conflits qui permettent de le savoir. Ensuite, les conflits permettent également de se dire la vérité. Alors, lorsque nous avons toutes ces compréhensions, alors nous pouvons commencer par dire maintenant, qu'est-ce qui nous oppose et discuter. Donc, c'est la façon dont nous gérons nos conflits, la façon dont nous discutons nos conflits, c'est ça qui rend un couple solide ou pas. Donc, la communication est très importante. La communication dans le couple, c'est l'élément transversal de la réussite d'un mariage solide. Lorsque vous n'avez pas la connaissance de l'autre, son tempérament, sa vie passée, son histoire, vous n'avez pas tout cela. Est-ce que les blessures du passé ont été guéries? Vous n'avez aucune notion de ces éléments-là et vous voulez vivre avec la personne qui a été blessée par le passé, qui n'a jamais été guérie. C'est des problèmes. Donc, un certain nombre de dispositions que nous devions prendre pour avoir un couple solide. Et ça, les sachants de l'école de mariage nous l'apprennent. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est pourquoi il faut avoir l'information, il faut avoir la formation. On ne rentre pas dans le mariage par accident. Ça, c'est une question de formation, c'est une question d'information, c'est une question de transformation. C'est une question de transformation. Donc, c'est important, ces valeurs que nos parents véhiculent, la paix, l'amour, la vérité, la transparence, la loyauté, c'est très important. Madame Oguma, dites-nous, quelles sont les conséquences de ces conflits sur la progéniture d'un couple? Oui, la progéniture du couple prend un coup quand le conflit est mal géré, surtout quand la bagarre éclate devant les enfants, que les mots blessants volent en éclats et tous azimuts devant les enfants. Ça blesse les enfants. Ça les blesse à telle enseigne que parfois ça agit sur leur rendement scolaire. Ça les rend tristes et ils se demandent si, avec tout ce boucan, les parents ne vont pas se séparer et les enfants commencent à vivre dans la peur. Ils ne se sentent plus en sécurité, ils ne se sentent plus en confiance et ils sont tristes. Et quand les enfants commencent à devenir tristes, ça veut dire que les parents aussi deviennent tristes parce que les enfants sont des produits de notre amour. C'est pour ça que nous devons éviter entre nous de faire beaucoup de bruit, des injures, la bagarre devant les enfants. Nous devons tout faire pour les préserver et régler nos conflits entre nous, en dehors de la maison si possible. Et c'est pour ça que nous devons avoir dans le couple des moments où nous retrouver. C'est le devoir de s'asseoir pour régler nos problèmes de couple. Votre avis, Madame, Monsieur Yabi, votre avis sur la question? Quelles sont les conséquences des mésententes, des discordes dans le foyer sur les enfants? D'abord, sur le plan psychologique, ça déstabilise l'enfant. Comme Mme Oguma l'a rappelé, l'enfant se perd, il est désorienté, déboussolé. Et il ne se retrouve plus dans la confiance.
Donc, il commence par vivre même un sentiment d'infériorité, de complexe d'infériorité peut rentrer dans la vie d'un enfant à partir de ça. Parce qu'il voit qu'il ne peut même plus discuter avec maman ou bien papa parce que ça crie tout le temps entre eux. Voilà. Donc, l'enfant est totalement désorienté. Et ensuite, ça ne donne pas un bon témoignage dans l'environnement. Parce que l'enfant, quand il sort, il a le regard de l'environnement. Il dit, bon voilà, c'est l'enfant. Vous ne connaissez pas l'enfant dont les parents crient tout le temps là. Il est de la maison. Vous voyez, quand l'enfant apprend tout ça, il est malade. Et ça blesse l'enfant jusqu'à... Et à partir de ce moment-là, il commence par se dire qu'il est mal né. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Simplement parce que les parents se sont mal comportés à travers donc, les conflits. C'est pourquoi il faut avoir un cadre officiel entre époux pour pouvoir se parler. Parfois, c'est totalement la nuit qu'il faut vraiment régler les conflits. Il y a la parole de Dieu dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, il faut donc avoir du temps pour discuter, échanger. Et certains couples commettent l'erreur de régler les problèmes par des relations sexuelles. Les relations sexuelles ne règlent pas le conflit. Non, vous l'avez couvert en fait. Il faut en discuter. Ouvertement et dans un cadre serein. Et si vous voyez que ça va prendre vraiment du temps, pourquoi ne pas sortir, aller inviter l'autre dans un endroit sécurisé où ça va mettre les enfants hors donc, de ce problème-là, pour pouvoir vraiment discuter sereinement et arrêter des principes pour vraiment transcender ces difficultés. Au-delà, on peut aussi consulter donc certains parrains, les parrains du mariage ou bien les gens qui sont spécialistes donc, dans la vie de couple de mariage, la thérapie de couple, donc les gens vont mettre en place pour vous aider à réussir, donc, à transcender donc, les divergences. Alors, Madame Ogouma, dites-nous, les jeunes sont de plus en plus réticents à aller au mariage. Qu'est-ce qui l'explique? Ils sont de plus en plus réticents parce qu'ils n'ont plus de repères. Les jeunes n'ont plus de repères, il n'y a pas de travail, il y a tellement de problèmes à la maison, les parents n'arrivent plus à les écouter, les parents n'arrivent plus à les encadrer et nous entendons souvent dire que les parents ont démissionné. Moi, je ne vais pas parler de démission parce que le parent qui du jour au lendemain tombe peut-être dans le chômage, quand est-ce qu'il aura le temps d'encadrer encore ses enfants à la maison? Les parents n'arrivent plus à subvenir aux besoins des enfants. Donc, je dirais que les jeunes ont peur à tort ou à raison. Alors, dites-nous, nous tendons déjà vers la fin de cette émission, mais avant, dites-nous, quel est l'impact du mariage dans la vie du mariage? Dans la vie du couple, pardon. Oui, l'impact du mariage dans la vie du couple, lorsque c'est bien vécu, c'est de l'épanouissement. C'est une vie accomplie, c'est une vieillesse heureuse. Hein? C'est vraiment la joie de voir la progéniture grandir et tout ça. Mais lorsque ça ne marche pas, lorsque vous n'arrivez pas à vous entendre, il y a divergence, c'est la cassure. Et une vie de couple brisée, c'est vraiment un peu de l'enfer sur terre. Et ça, je pense que ce n'est pas souhaitable. L'impact, c'est de faire en sorte que votre couple demeure et que cela serve au lieu de témoignage dans la société et aussi aux jeunes, aux enfants et tout ça. Et très rapidement, on va profiter pour que vous parliez votre mot de fin. Oui, c'est vrai, c'est la Saint-Valentin. Et moi, je travaille avec les jeunes et je voudrais vraiment les inviter à la sagesse. L'amour débridé ne conduit nulle part. Ça détruit l'homme et son utilisateur. Il faut bâtir des relations solides. Il faut bâtir des relations fondées sur la vérité, sur la transparence, sur la loyauté. Et prendre du temps maintenant pour bâtir ça à travers les études, à travers le travail que l'on fait. Et que les parents soient témoins donc de votre relation. Pour que vraiment on conseille. On ne se marie pas dans n'importe quelle maison, dans n'importe quelle famille. Votre mariage doit avoir une histoire. Donc c'est toute une forme d'éducation, c'est tout un ensemble, un lot donc, de savoir
Donc je voudrais inviter les jeunes à la sagesse, à ne pas se livrer au bord des voies, dans les bars dansines. Nous ne voulons pas avoir des enfants Saint-Valentin. Ce n'est pas alors, je ne vous coupe pas, Madame Ogouma, très rapidement. Quel est l'impact, avant votre mot de fin bien sûr, très rapidement, quel est l'impact du mariage sur la vie du couple? Oui, on a un couple heureux, un couple épanoui, qui vit bien son histoire d'amour, qui élève dans la paix, dans le pardon, dans la prière, ses enfants. Et ce couple met le Créateur au sein de sa vie de couple. Alors, mesdames et messieurs, vous l'auriez compris, plus d'un n'aurait pas suffi pour discuter de long en large de ce thème. L'amour vu et décrypté par les aînés, l'amour que vivent les jeunes aujourd'hui. Les aînés en ont parlé sur ce plateau. Ce sera tout pour cette émission spéciale Saint-Valentin. Merci de nous avoir reçus chez vous.